Mes amis, bonjour et quel plaisir d'être avec vous. Décidément, nous vivons actuellement des heures turbulentes qui bousculent ce que nous avons longtemps considéré comme étant la normalité. Après la crise sanitaire, le conflit en Ukraine, la crise de l'énergie et le ralentissement économique majeur des derniers mois menant à une potentielle récession mondiale, les experts prédisent maintenant une crise alimentaire sans précédent dans l'époque moderne causée par une multitude de facteurs structurels et dont les conséquences pourraient durer des années. Déjà, le prix de la nourriture atteint des niveaux historiques alors que l'indice mondial de la FAO brise des records datant des années 1970. Les problèmes arrivent de tous les côtés. Le prix du carburant est plus élevé que jamais. Même chose pour les fertilisants qui sont essentiels pour la moitié des calories de l'humanité. Dans les champs, la main-d'œuvre se fait rare, les livreurs encore plus. Et ça, c'est sans parler de la situation en Ukraine qui paralyse des millions de tonnes de grains, qui handicape les exportations de deux véritables mastodontes de l'industrie agricole. Pour plusieurs, il faut donc se préparer à une crise alimentaire qui ébranlera les fondations de nombreuses sociétés. En fait, dans le contexte actuel, les experts semblent unanimes sur l'inévitabilité de la chose. La question, c'est quelle en sera la dimension? Pour certains, ce sera une perturbation majeure allant jusqu'à 2023, provoquant un ralentissement économique mondial et poussant des millions de personnes dans l'insécurité alimentaire. Le système sera testé, certes, et les conséquences seront sérieuses, mais la planète peut toujours éviter le pire à travers la collaboration et l'aide humanitaire. Or, pour d'autres, les nuages à l'horizon présagent bien pire qu'une simple averse ou un orage. C'est plutôt une violente tempête qui se prépare, donc la pire chose à faire serait de le négliger. On évoque une catastrophe alimentaire inédite au 21e siècle, menant des tensions sociales dans plusieurs pays, ainsi qu'à d'immenses mouvements de protestation, similaires aux révolutions du printemps arabe. On nous dit que cette fois c'est différent, que la crise pourrait durer des années et que les conséquences sociales, économiques et géopolitiques seront profondes. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi être aussi pessimiste devant la perte d'une simple portion des récoltes dans une région somme toute limitée? La réalité, c'est que ça dépasse largement l'Ukraine ou la Russie. C'est le monde entier qui est sous pression et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Les raisons structurelles derrière la crise, les facteurs qui l'exacerbent, mais surtout les impacts à l'échelle mondiale, autant dans les pays riches que dans les pays en développement. Il sera question des pays les plus vulnérables et à l'inverse de ceux qui pourraient en profiter. Mais d'abord, comme vous le savez, il arrive très souvent que les vidéos qui traitent d'enjeux sensibles soient démonétisées sur les grandes plateformes. Donc avant de débuter, j'aimerais qu'on prenne un instant pour remercier MyHeritage qui nous permet aujourd'hui d'aborder le sujet de la crise alimentaire sans craindre la démonétisation. MyHeritage est le site généalogique numéro 1 en Europe. Il vous permet notamment d'en savoir plus sur vos origines et de construire facilement votre arbre généalogique. Il suffit de se connecter, d'entrer votre nom, celui de vos proches immédiats, et MyHeritage s'occupera pour vous de chercher parmi les 18 milliards d'enregistrements déjà présents pour construire votre arbre généalogique. Pour ma part, j'utilise ce service depuis plusieurs mois maintenant et grâce à la fonction Smart Matches, mon arbre généalogique s'est vraiment étoffé et j'ai retrouvé plein d'ancêtres. Il est très intéressant de se connecter et de découvrir les liens avec les arbres généalogiques des autres 90 millions d'utilisateurs. J'ai également trouvé des documents historiques parmi les 16 milliards d'archives disponibles sur le site. Si vous avez peu d'informations sur vos ancêtres, n'hésitez pas à essayer. Il se pourrait bien que vous fassiez des découvertes. Mais surtout, ma fonction préférée est le service de restauration, colorisation et animation des photos. Le résultat est impressionnant et je l'ai appliqué sur un grand nombre de mes photos de famille. C'est un plaisir pour moi d'explorer mon histoire familiale et si vous aussi vous voulez tenter l'expérience, sachez que vous pouvez essayer ce service gratuitement pendant 14 jours. Si jamais vous décidez de poursuivre votre abonnement, le lien dans la description vous offre 50% de réduction. Alors, pour bien comprendre la situation actuelle, commençons par examiner les différents facteurs qui expliquent la hausse des prix. D'abord, il y a bien sûr la guerre en Ukraine qui réduit considérablement les récoltes disponibles sur le marché mondial. Avant l'invasion, l'Ukraine était le 4e exportateur mondial, autant pour le maïs que pour le blé. Près de 40 pays reçoivent de l'Ukraine au moins 50% de leur approvisionnement en céréales. Avec la Russie, elle représentait 27% des exportations mondiales de blé et la moitié des exportations de graines et d'huile de tournesol. Bref, les deux pays sont absolument essentiels dans la chaîne alimentaire mondiale, mais avec la guerre, les champs ukrainiens ne sont pas tous plantés, alors que ceux qu'ils sont manquent de main-d'œuvre, puisque la plupart des hommes en âge de travailler ont soit pris les armes ou soit quitté le pays. Les machines manquent de carburant, les fertilisants sont rares et en conséquence, les récoltes s'annoncent décevantes. Or, si seulement c'était ça le problème.
La réalité, c'est que même si l'Ukraine produisait une récolte record, il n'y aurait aucun moyen pratique de la sortir du pays, puisque les ports sont entièrement bloqués et que l'infrastructure ferroviaire a été lourdement endommagée par la Russie afin d'empêcher les livraisons d'armes lourdes par l'Occident. L'approche vers le port d'Odessa a été entièrement minée par l'armée ukrainienne. Il faudrait des semaines, sinon des mois, pour libérer un corridor. Pour la Russie, les barrières à l'exportation sont purement artificielles, alors qu'elles sont introduites soit par les sanctions contre le Kremlin, soit par le Kremlin lui-même. Les assureurs maritimes refusent d'assurer des cargaisons. Les lignes de crédit pour acheter le grain russe sont gelées. Les comptes en banque sont bloqués et l'accès au rouble est hautement limité. Pour toutes ces raisons, Poutine blâme les États-Unis et l'Occident pour la crise actuelle, car il affirme que c'est purement de leur faute si le grain russe est inaccessible. Or, il est important de prendre un peu de recul, puisque la réalité, c'est que la guerre en Ukraine est un peu l'arbre qui cache la forêt lorsqu'il est question de la crise alimentaire. Il est vrai que l'impact est considérable, mais c'est seulement une partie du problème, qui est en vérité beaucoup plus profond et complexe. Le grand coupable de la hausse des prix de la nourriture, c'est surtout l'explosion du prix des fertilisants, un ingrédient essentiel de l'agriculture moderne. C'est très simple. L'utilisation des fertilisants permet d'enrichir les sols et de nourrir les cultures afin de propulser la croissance et ainsi bonifier la récolte. La différence de productivité entre un champ fertilisé et un champ non fertilisé est énorme, allant de 30 à 50% de la récolte selon la plupart des études. C'est carrément une des découvertes les plus marquantes de l'histoire humaine, un pilier fondamental de la révolution agricole. Historiquement, la fertilisation se faisait avec l'aide de matières organiques comme le compost ou le fumier, de manière prouvée d'améliorer le rendement. Avec l'arrivée des fertilisants synthétiques et leur industrialisation au début des années 1900, la productivité agricole a explosé à travers le monde, permettant une augmentation fulgurante et sans précédent de la population humaine. En fait, il est estimé aujourd'hui que sans fertilisants synthétiques, les espaces en culture seraient à peine suffisants pour nourrir la moitié de la population mondiale. Il y a 3 grandes familles de fertilisants à base d'azote, de phosphore ou de potassium, donc on y réfère souvent par les lettres NPK. L'azote est le plus important des 3 ainsi que le plus répandu. Pour produire des fertilisants à base d'azote, il faut le mélanger avec l'hydrogène contenu dans le gaz naturel en chauffant à des températures très élevées. Ce que ça veut dire en termes plus simples, c'est que le gaz naturel est absolument essentiel dans le processus, non seulement pour produire la chaleur et l'énergie nécessaires, mais aussi en tant qu'ingrédient de base dans la recette. Le problème, c'est que le prix du gaz naturel est à un sommet historique, ce qui pousse les grandes entreprises de fertilisants à réduire ou à stopper la production. Prenez Yara, par exemple, un important producteur européen de fertilisants. En septembre dernier, l'entreprise a réduit sa production de pas moins de 40%. En mars, elle a annoncé une autre diminution, portant la production à seulement 45% de la normale. Ce genre de choses se produit un peu partout en Europe et en Asie, et bien sûr, avec moins d'offres sur le marché et plus de demandes, les prix augmentent jusqu'à atteindre des sommets historiques. Depuis 2020, les prix des grands fertilisants ont presque quadruplé, entraînant des conséquences majeures pour des millions d'agriculteurs à travers le monde. Ça est important de le comprendre. Les fertilisants ne sont pas seulement qu'un bonus, une dépense anecdotique, c'est une des plus grosses dépenses des producteurs agricoles, un facteur déterminant pour la rentabilité et le prix final de la récolte. Aujourd'hui, non seulement la production de fertilisants est limitée en raison du gaz naturel qui est hors de prix, mais en plus, devinez qui sont les plus grands exportateurs du monde dans l'industrie des fertilisants. La Russie et la Chine, bien sûr. Alors que les deux exportent plus de fertilisants que les 5 pays suivants combinés ensemble. On n'aurait pas pu scripter un tel scénario. Et bien sûr, puisqu'il est question de géopolitique, il serait bien naïf de croire que les deux n'ont pas compris la puissance extraordinaire de l'arme qu'ils détiennent au cours des derniers mois suite à la montée des tensions face à l'Occident et face à l'apparition des premiers signes de la crise alimentaire. Autant la Chine que la Russie ont interdit les exportations de fertilisants, contribuant directement à l'explosion des prix sur le marché mondial. En 2020, la Chine à elle seule exportait plus de 20% des fertilisants à base de phosphate. Donc son retrait en juillet dernier a été un choc énorme. Pour ce qui est de la Russie, dès le début de la guerre en Ukraine, Poutine a ordonné la suspension complète de toutes les exportations de fertilisants agricoles, en évoquant le risque d'une possible flambée des prix de la nourriture. Le résultat, c'est qu'à seulement quelques mois d'intervalle,
Les deux plus gros exportateurs de fertilisants de la planète ont complètement coupé les vivres au marché mondial. Certains parlent de protectionnisme alimentaire, d'autres d'une stratégie délibérée afin de déstabiliser le marché mondial. Une chose est sûre, les deux pays détiennent un levier formidable dans le contexte actuel, alors que les stocks de fertilisants se font rares et que les prochaines récoltes s'annoncent parmi les plus coûteuses de l'histoire. Un peu partout en Asie du Sud-Est, les fermiers sont tout simplement incapables de se procurer les fertilisants nécessaires. Donc, soit ils en utilisent beaucoup moins, soit ils s'en privent entièrement. Ce qui implique que les prochaines récoltes pourraient souffrir en conséquence. Ça, il est primordial de le comprendre. La crise des fertilisants, c'est une crise à retardement, puisqu'il faut attendre la saison suivante pour réellement mesurer les conséquences. On sait déjà que les prix de la nourriture vont augmenter de manière fulgurante, et ce, un peu partout à travers le monde, puisque la chaîne alimentaire est largement mondialisée, et qu'ainsi, une perturbation dans un endroit peut avoir des conséquences sur l'entièreté du marché. Et en fait, c'est exactement ça le problème. Nous avons construit à travers les années un énorme château de cartes qui menace aujourd'hui de s'effondrer, alors que nous entrons dans un cercle vicieux qui en expose clairement la fragilité. Revenons ensemble sur le cycle des événements, puisque c'est digne d'une caricature. D'abord, les prix de la nourriture augmentent suite à des pressions diverses sur le marché. En réponse, la Chine et la Russie interdisent les exportations afin de protéger leur approvisionnement, mais conséquence de leur retrait, les prix augmentent, ce qui pousse d'autres pays à paniquer et à faire la même chose pour protéger leur approvisionnement. Encore une fois, le prix augmente, exacerbant la tension sur encore plus de pays jusqu'à ce qu'ils finissent eux-mêmes par céder à la pression, poussant les prix encore plus haut une nouvelle fois. C'est un cercle vicieux qui menace de court-circuiter la chaîne alimentaire mondiale de manière encore plus dangereuse que la crise des fertilisants ou la guerre en Ukraine. En fait, le phénomène est déjà bien amorcé, alors que de nombreux pays ont récemment interdit l'exportation des fertilisants ou des céréales afin de protéger leur approvisionnement. Outre la Chine, la Russie et l'Ukraine, il est question de la Turquie, de l'Argentine, l'Algérie, l'Égypte, l'Iran, l'Indonésie, la Serbie. Avec l'ajout récent de l'Inde, les restrictions affectent aujourd'hui près du 1/5 de toutes les calories produites sur la planète. C'est du jamais vu dans l'ère de la mondialisation. Alors que l'imprévisibilité et l'insécurité se répandent, la pression politique est énorme pour limiter les exportations vers les pays étrangers afin de prioriser la population locale. C'est tout à fait normal. Mais ceux qui céderont à la pression contribueront directement à précipiter le monde vers un effondrement total de la chaîne alimentaire. Ça, c'est le danger numéro 1. Il faut comprendre que le système est déjà sous pression. D'abord, le prix du carburant et le manque de chauffeurs font exploser les coûts de livraison et de manutention. Ensuite, le prix de la nourriture est déjà gonflé dans plusieurs pays en raison de l'inflation record et de la réduction du pouvoir d'achat. Après la crise sanitaire, de nombreux pays n'ont tout simplement pas la capacité financière pour amortir le choc, ce qui pourrait en précipiter plusieurs vers le défaut de paiement, un peu comme on a vu au Sri Lanka. Bref, c'est une tempête parfaite. Et tout ça dans un contexte où les récoltes mondiales de blé connaissent une saison particulièrement difficile. En Inde, en France, en Chine, en Australie, en Argentine, les récoltes s'annoncent plus maigres que d'habitude en raison de sécheresse ou de coups de chaleur. Aux États-Unis, le scénario est semblable, alors que la production américaine est limitée par différents facteurs, dont les sécheresses et les inondations. Selon le département de l'agriculture, les fermes américaines ont beaucoup de retard, puisqu'elles ont planté seulement 73% du blé prévu, alors que la moyenne à pareille date est normalement de 92%. Et puisque les États-Unis sont les deuxièmes plus grands fournisseurs de blé sur le marché mondial, la moindre réduction dans les exportations a nécessairement un impact démesuré. D'ailleurs, parlant d'impact, maintenant que nous comprenons bien les facteurs qui contribuent à la crise ainsi que les problèmes structurels auxquels on fait face, la prochaine question devient « quelles seront les conséquences ?» D'abord, il est certain que le prix de la nourriture va augmenter au cours des prochains mois, minimum jusqu'en 2023, étant donné que la plupart des perturbations actuelles ne sont pas encore reflétées par les prix du marché. Quand ce sera le cas, il faut s'attendre à un choc. Pensez-y un instant. 80% du blé sur la planète sert à produire de la farine, majoritairement pour le pain, et 60% du prix du pain est déterminé par celui de la farine. Ainsi,
le prix du pain risque d'augmenter dramatiquement, alors que le prix du blé et de la farine a carrément doublé depuis l'été dernier. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est loin de l'être. Depuis littéralement des millénaires, le prix du pain est un facteur déterminant dans le succès ou l'échec des civilisations, un témoignage immanquable de la prospérité d'une société, de sa stabilité, ainsi que du niveau de vie de sa population. Plus encore, on pourrait dire que c'est une clause non négociable du contrat social entre le peuple et ceux qui le gouvernent, car nourrir la population, c'est le strict minimum pour un gouvernement. Quand il échoue à une fonction aussi fondamentale, il perd toute légitimité aux yeux du peuple. Et c'est pourquoi d'innombrables révolutions, émeutes, guerres civiles et coups d'État ont été provoqués ou précipités par une chose aussi anodine que le prix du pain. L'estomac, c'est le nerf sensible de la révolution. Ainsi, quand 220 millions de personnes additionnelles risquent d'être plongées dans la famine ou l'insécurité alimentaire, c'est beaucoup plus qu'un enjeu humanitaire. C'est une question de sécurité, une question de paix sociale, de coexistence ethnique et de maintien de l'ordre. Bref, la sécurité alimentaire n'est rien de moins qu'un attribut de la sécurité nationale. Quand les gens ont faim, les risques de révolte sont multipliés, le désespoir s'installe, les groupes extrémistes gagnent en popularité et rapidement, les manifestations pacifiques se transforment en émeutes et en affrontements violents. C'est partiellement ce qui s'est produit lors des révolutions du printemps arabe. Même chose pour des émeutes de nourriture en 2008, secouant une trentaine de pays tels que le Maroc, l'Égypte, le Mexique, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Cameroun. Aujourd'hui, la hausse des prix est encore plus importante, donc encore une fois, de nombreux pays pourraient connaître une crise sociale en conséquence. Examinons seulement quelques exemples. D'abord, la Turquie est au beau milieu d'une crise de l'inflation, en plus d'être lourdement dépendante des importations pour se nourrir. Le problème, c'est que le 3/4 de son grain est importé soit d'Ukraine, soit de Russie. Au Liban, la situation est déjà extrêmement précaire au niveau économique comme alimentaire et depuis quelques années, le pays se rapproche dangereusement d'une nouvelle guerre civile, alors que la population rejette la classe politique corrompue et que les groupes comme le Hezbollah gagnent en influence. En Iran, le pays est beaucoup plus fragile qu'il en a l'air, alors que le régime est en véritable crise de légitimité. Les leaders sont déconnectés, enfermés dans une mentalité archi-religieuse, alors que la société est en pleine révolution tranquille, avec l'émergence d'une nouvelle génération. Aujourd'hui, malgré le strict système religieux, seulement 40% des Iraniens habitants le pays se disent musulmans. C'est absolument incroyable. 68% disent que la religion ne devrait pas se mêler de la politique. Avec une économie étranglée par les sanctions internationales, les finances publiques sont déjà en difficulté. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, des manifestations violentes ont éclaté à travers le pays alors que le gouvernement a coupé les subventions alimentaires pour des ingrédients essentiels comme l'huile de cuisson, les œufs ou le lait, faisant bondir le prix de certains articles de 400% du jour au lendemain. 2 semaines plus tôt, les émeutiers ont brûlé des commerces suite à une colère généralisée provoquée par le prix du pain. Encore une fois, au Pakistan, le pays est en pleine crise économique, en plus d'être hautement instable au niveau politique, alors que littéralement aucun premier ministre dans l'histoire du pays n'a pu finir son mandat de 5 ans. Sur 29 premiers ministres depuis 1947, tous ont été soit destitués, assassinés, renversés ou forcés de démissionner. Lors de la crise alimentaire de 2008, le Pakistan a connu certaines des pires émeutes parmi les pays touchés, donc il n'est pas exclu qu'un tel scénario se répète. Or, personnellement, je vous avoue que je suis particulièrement inquiet pour l'Afrique, étant donné que de manière générale, les pays du continent sont dangereusement dépendants des importations pour leur apport calorifique et comparativement avec les économies avancées, la marge de manœuvre est beaucoup moins grande pour absorber une augmentation des prix. En Afrique de l'Est et en Afrique du Nord, plusieurs pays sont dépendants de la Russie pour le grain et les fertilisants. On pense notamment au Soudan, l'Éthiopie, au Kenya, la Somalie, qui importent plus de 90% de son grain depuis la Russie. On parle souvent d'insécurité alimentaire dans les pays en développement, donc on devient un peu insensible. Il est important de comprendre que ça pourrait rapidement dégénérer en crise de sécurité majeure, puisque les fermes sont typiquement concentrées dans les régions rurales. Et c'est justement là que l'influence des groupes rebelles ou seigneurs de guerre est la plus forte. Soyons clairs,
les gens seront fidèles et loyaux envers la main qui va les nourrir, bien plus qu'envers des fonctionnaires qui leur disent de crever de faim au nom de la démocratie. En fait, on observe déjà ce phénomène dans les pays du Sahel, par exemple. On pourrait continuer toute la journée, mais le constat demeure le même. Tous les pays fragiles au niveau économique, social ou alimentaire et qui dépendent des autres pour leur apport en nourriture sont à risque de connaître des perturbations majeures. Et à ce propos, c'est justement ce qui nous amène au prochain point. On a tendance à penser que les impacts seront contenus dans les pays en développement et que les pays riches sont en quelque sorte immunisés contre les conséquences d'une crise alimentaire. Or, il faut prendre un peu de recul. Premièrement, même dans les pays riches, la stabilité est beaucoup plus fragile qu'elle en a l'air, et ça, on l'a constaté au cours des dernières années. Suffit d'un choc d'approvisionnement ou seulement de la rumeur d'une pénurie pour qu'on réalise qu'on n'est jamais bien loin des émeutes du Pakistan. Pensez à la folie pour le papier de toilette. C'est loin d'être essentiel, et je suis pas mal convaincu que ça se mange pas non plus, et pourtant, c'est arrivé un peu partout à travers les pays développés, donc faudrait quand même modérer notre arrogance. Mais encore plus, pas besoin de choc d'approvisionnement ou de pénurie sur les étagères pour que les conséquences d'une crise alimentaire soient ressenties dans les pays riches. Après tout, on l'a dit plus tôt, une crise alimentaire, c'est aussi dans sa nature même une crise de sécurité. Et ça touche le monde entier. Non seulement il y a la question du terrorisme et l'émergence potentielle de nouveaux conflits, mais aussi ça ouvre la porte à une crise de réfugiés virtuellement sans précédent. Déjà, le vice-président de la Commission européenne prévient que des graves pénuries de nourriture en Afrique et au Moyen-Orient risquent de causer une vague de migration majeure et désordonnée en direction de l'Europe. En fait, on pourrait dire la même chose de l'Amérique du Nord. Prenez Haïti, par exemple. 70% de la nourriture est importée, alors que l'essentiel des stocks de blé proviennent de Russie. Le problème, c'est qu'Haïti est sur une île et que la Russie est boycottée par l'industrie maritime, donc elle est incapable de trouver une lettre d'assurance, un pilote ou même un navire pour faire la livraison. C'est aussi ça, les sanctions. La misère humaine déguisée en vertu. Les 2 dernières années, le prix du pain a été multiplié par 5 à Haïti. Maintenant, qu'arrive-t-il quand ça se multiplie encore plus et que 11 millions de personnes sont prises sur une île où il devient tout simplement impossible de se nourrir à quelques centaines de kilomètres du pays le plus riche du monde? Les gens quittent, bien sûr. Et c'est la même chose partout ailleurs, à chaque fois qu'il y a une crise alimentaire, car après tout, un peuple affamé n'a plus rien à perdre. Évidemment, comme dans n'importe quelle crise, il n'y a pas seulement des perdants et certains pays pourraient tirer avantage de la situation. On pense notamment à la Chine, qui a constitué à travers les années une énorme réserve stratégique de différentes ressources telles que le charbon ou le métal, mais aussi le porc, le riz ou le blé. Et cette réserve est aujourd'hui suffisante pour fournir la demande de 1,4 milliard de personnes pendant pas moins d'1 an. Avec moins de 18% de la population globale, la Chine possède près de 70% des réserves mondiales de maïs, plus de la moitié des réserves de blé et environ 60% des réserves de riz. C'est absolument incroyable. En fait, la Chine a tellement rempli ses réserves rapidement au cours des derniers mois qu'elle a elle-même reconnu que ça a directement contribué à la hausse des prix sur le marché mondial. Ici, il est compréhensible que plusieurs se tournent aujourd'hui vers la Chine afin de venir en aide aux pays dans le besoin. Or, inutile de compter là-dessus. Si la Chine a constitué une telle réserve stratégique de nourriture, ce n'est pas pour faire de la charité, mais bien pour se nourrir elle-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Chine a connu énormément de famines à travers son histoire et que presque chaque fois, les conséquences ont été désastreuses pour le pouvoir en place. Ainsi, encore de nos jours, le Parti communiste considère la gestion des stocks alimentaires et le maintien d'une réserve gonflée à bloc comme des conditions vitales à la survie du régime politique. La Chine fera donc des dons de nourriture, bien sûr, mais ce seront surtout des jetons diplomatiques afin d'améliorer son image et d'attirer la sympathie. À moins que ça menace directement les intérêts chinois, il faudrait surtout pas s'attendre à ce que la Chine tente réellement de régler au détriment de sa propre sécurité un enjeu qu'elle considère absolument et totalement comme le problème des autres. En fait, ironiquement, le pays qui est le mieux positionné pour profiter de la situation, eh bien, c'est la Russie.
Après tout, elle n'a perdu aucune récolte, elle est seulement incapable de l'exporter, donc en ce moment, elle dort sur des stocks gigantesques de grains et de fertilisants qui attendent seulement de trouver preneur. Poutine suggère déjà qu'il serait prêt à débloquer les livraisons en échange d'une levée des sanctions, alors qu'il négocie directement avec les pays dans le besoin afin de contourner les sanctions, tout en avançant les intérêts de la Russie. C'est un levier formidable. Prenez la Turquie, par exemple. Plus de la moitié de son grain provient de la Russie. Donc, à un moment où la Turquie et la Russie sont en pleine négociation afin d'ouvrir un nouveau corridor pour le transport du grain. Faut pas se surprendre si la Turquie traîne les pieds dans le dossier de l'expansion de l'OTAN. En ce moment, Erdogan n'a pas vraiment le choix de rester dans les bonnes grâces de Poutine et d'éviter de le provoquer. Avec un peu de recul, on voit très bien le croisement des intérêts. En Afrique, la Russie tente de négocier directement avec l'Union africaine et les gouvernements individuels afin d'écouler le grain russe. Aucun doute que ça va fonctionner. Moscou a une influence grandissante sur le continent, donc ne soyons pas surpris si des États africains choisissent d'ignorer les sanctions afin de nourrir leur population, plutôt que de la regarder souffrir vainement au nom de la vertu. Plusieurs feront le nécessaire afin de préserver la stabilité. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, j'avoue que je comprends si vous êtes un peu déprimé ou si vous trouvez que le constat est particulièrement sombre. Pour les 2 dernières semaines, j'ai eu exactement le même sentiment. Évidemment, vous direz qu'il y a des solutions, mais aucune ne peut réellement éviter le choc des prochains mois, puisque même si on produisait plus de fertilisants ou qu'on augmentait drastiquement les surfaces en culture, les calories générées ne seraient pas sur le marché avant au moins 1 an. Et les prix actuels des fertilisants et des carburants seraient quand même reflétés dans le prix final. Et c'est dans tous les scénarios. On se dirige vers une perturbation majeure. Et honnêtement, à chaque fois que je réfléchis à ce constat, j'arrive à la même conclusion. À moins qu'on change profondément le fonctionnement de la chaîne alimentaire. Ce genre de crise va continuer à se produire encore et encore, puisque c'est loin d'être la dernière fois qu'on voit une guerre, une pénurie ou tout simplement une panique sur le marché mondial. Si on veut un monde plus stable, plus pacifique et garantir un meilleur niveau de vie pour l'humanité, alors l'agriculture moderne a besoin d'une révolution. Soyons clairs, je suis loin d'être en train de prétendre qu'on doit tous passer au bio, devenir végétarien ou encore complètement abandonner la production centralisée. De toute manière, ce serait impossible. Selon une étude de 2020, l'agriculture locale pourrait nourrir seulement 1/3 de la population mondiale en raison des conditions climatiques dans beaucoup de régions. Malgré le discours écologiste, de telles actions sont contre-productives puisqu'elles réduisent la sécurité alimentaire. Nous avons besoin des gros producteurs comme nous avons besoin des fertilisants et des cultures mondialisées. Ce qu'il nous faut, c'est plus de résilience. Et surtout, plus d'intelligence dans la chaîne alimentaire. Il nous faut plus de réserves, plus de production locale et plus de gestion des sols afin d'utiliser les fertilisants de manière plus judicieuse à mesure où ils deviennent de plus en plus rares et coûteux. Un des bons moyens de réduire la précarité, et ça, je sais très bien que plusieurs seront choqués de l'entendre, mais ce serait d'élargir l'utilisation des cultures OGM, surtout dans les pays en développement, où la résistance aux pestes, à la chaleur ou aux sécheresses est absolument vitale pour la sécurité alimentaire. Je vous entends déjà pleurnicher dans les commentaires, mais la réalité, c'est que vous consommez déjà de nombreuses cultures OGM sans le savoir et que presque tous les préjugés à cet égard sont scientifiquement invalides. Avec l'augmentation du niveau de vie, la poussée démographique énorme de l'Afrique et la multiplication des sécheresses, la demande calorifique mondiale va exploser. Donc, à moins de couper la population de moitié, de décupler les espaces en culture ou de tous manger des insectes pour déjeuner, les OGM seront tout simplement essentiels, un peu comme le sont devenus les fertilisants synthétiques. Ce que je peux concéder à ceux que je viens de choquer, c'est qu'il faudra absolument réduire la consommation de viande rouge. En ce moment, des millions d'hectares sont plantés, fertilisés, arrosés, afin de produire des récoltes qui sont destinées à du bétail et qui sont autrement inutilisables pour les humains. C'est un système extrêmement inefficace dans lequel les calories et les terres qui les produisent sont gaspillées. Croyez-moi, ça vient de quelqu'un qui déteste avoir à l'avouer, mais vous avez raison, la viande rouge est un problème. Maintenant, si je concède la viande rouge, alors en échange, vous devez concéder les supposés biocarburants, comme l'éthanol par exemple, puisque c'est une arnaque qui nuit presque autant que la viande rouge en matière de sécurité alimentaire.
Aujourd'hui, le maïs est la culture la plus plantée aux États-Unis. Environ 40% de la récolte sert strictement à produire de l'éthanol. Afin de réduire les prix d'essence aux États-Unis à l'approche de la période électorale, Joe Biden a récemment autorisé l'augmentation du taux d'éthanol à 15% dans l'essence américaine. Ainsi, alors que le monde est au bord d'une crise alimentaire historique, le deuxième plus grand exportateur de blé au monde remplace ses cultures de blé pour du maïs non comestible destiné à être transformé en éthanol afin de réduire marginalement le prix de l'essence à des fins politiques. J'imagine que c'est un peu touchant que la crise alimentaire devra changer. Car un peu comme les chocs pétroliers des années 70, les crises financières des années 30 ou même la crise de la COVID qu'on vient de connaître, l'expérience en soi pourrait très bien reconfigurer le monde selon de nouveaux paramètres. Quand on y pense, l'énergie, c'est l'intrant le plus important de nos sociétés, autant sous forme de carburant que sous forme de nourriture. Ici, qu'arrive-t-il quand le prix de ces deux formes d'énergie essentielles explose simultanément? Est-ce réellement une question de conjoncture et de contexte ou est-ce qu'on devrait plutôt en tirer une leçon profonde? Une chose est sûre, les années 2020 laisseront une marque indélébile sur le monde qui nous entoure. Maintenant, à nous de choisir si ce sera pour le meilleur ou pour le pire. Si vous trouvez que ce genre d'exposé est important, vous pouvez y contribuer en devenant membre exclusif de 7 jours sur Terre pour aussi peu qu'$1 ou 1 euro par mois. Sinon, vous pouvez simplement vous abonner à la chaîne, nous laisser une mention j'aime ou un commentaire ou encore, si vous le souhaitez, laisser un pourboire à notre équipe grâce au nouveau bouton introduit sous les vidéos. Pour profiter de l'offre de MyHeritage, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.